regardez bien ce reportage. C'est absolument exceptionnel. Nos journalistes Gwendoline de Bono et Vincent Wartner ont pu embarquer avec des volontaires ukrainiens à bord d'un avion qui date de l'ère soviétique. J'ai presque envie de dire d'un vieux coucou. C'est Gwendoline, vous nous avez rejoint sur le plateau. Ces images sont incroyables. Au péril de leur vie, les membres d'équipage qui ne sont pas des militaires professionnels doivent abattre des drones russes avant qu'ils n'explosent sur les villes ukrainiennes. Regardez ces images filmées au cœur de cette bataille du ciel. Au cœur de la nuit, ce groupe d'aviateurs fonce vers un aérodrome tenu secret. Ils sont 4, certains amis d'enfance. Tous sont civils et bénévoles. Pour protéger le ciel ukrainien, ils se sont mis à la disposition de l'armée. Il est 2 heures du matin. Il y a des cibles en l'air au sud et nous, en tant que pilotes, on essaye de lutter contre ces drones avec nos avions. Les abattre en l'air avec une mitrailleuse. Leurs cibles, ce ne sont pas de petits drones, mais les drones Shahed, qui mesurent près de 3,50 mètres. L'équipage les affronte à bord d'un vieil avion soviétique. Un compagnon de route qu'il prépare au combat par moins 20 degrés. Alors nous allons monter avec les aviateurs qui ont été appelés. Là, ils préparent l'avion. Ils ont 10 minutes exactement pour préparer l'avion. Et ensuite, ils vont décoller. On va décoller avec eux pour un vol de 5 heures environ. Les drones russes sont déjà dans les airs. Ordre est donné de décoller. Nous embarquons. La tour de contrôle dirige l'équipage vers la zone où progressent les drones russes. Ensuite, c'est au pilote et à l'opérateur caméra de trouver les cibles. Aucun instrument perfectionné ne les aide. Ici, on cherche les drones avec ses yeux et son sang-froid. La silhouette d'un drone est repérée sous l'aile gauche. Le tireur se met en position, porte ouverte. Les balles traçantes s'abattent sur le drone, qui finit par exploser. Les pilotes virent et prennent de l'altitude pour éviter d'être touchés par les débris. Le vol continue dans le ciel infesté de drones. Seconde cible en vue. Le blast de l'explosion envahit l'habitacle. La chasse continue jusqu'au lever du jour. Un drone apparaît, mais il vole au-dessus d'un village. On essaye d'en attraper le plus possible et de les abattre dans un endroit sûr. Des champs, des forêts, mais jamais au-dessus des habitations. Les pilotes l'escortent pendant plusieurs minutes, attendent qu'il s'éloigne du village et le neutralisent. L'opérateur caméra tente d'identifier d'autres cibles, mais les pilotes reçoivent l'ordre d'atterrir. Des missiles russes viennent de faire leur entrée dans le ciel ukrainien. Nous atterrissons d'urgence sur un tarmac gelé. On aurait pu en avoir plus, mais les missiles de croisière ont commencé à attaquer et dans ce cas, on doit atterrir. Et on était un peu inquiets pour le carburant. En explosant, les drones ont projeté des éclats dans la carlingue, sans gravité. Un café chaud, un débriefing, interrompu par l'ordre de partir au plus vite. À terre, l'avion devient une cible. Un drone se dirige vers l'aérodrome où nous nous sommes posés. Les aviateurs le savent, chaque mission est plus risquée que la précédente. On passe de la chasse aux drones au vrai combat aérien avec ces drones. Parce qu'ils évoluent vite. Ils mettent sur ces drones Shahed des missiles anti-aériens, des missiles RR et tellement d'autres choses qu'ils testent en ce moment. Retour à la base. Les trophées de la nuit, 5 au total, viendront s'ajouter sur le fuselage. Les aviateurs sourient malgré la fatigue. Depuis le début de la guerre, l'équipage a descendu près de 150 drones russes lancés sur les villes ukrainiennes.
Incroyable reportage, Gwendoline de Bono. Merci infiniment d'être avec nous ce matin pour nous raconter ce que vous avez vécu. En fait, ces hommes qui pourraient être nos maris, nos pères, nos frères, qui ne sont pas des militaires, qui sont d'anciens militaires, repèrent des drones à l'œil nu dans la nuit ukrainienne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, c'était des aviateurs. Il y a quand même une passion de l'aviation. Ils avaient déjà beaucoup volé avant. Et un peu comme beaucoup d'Ukrainiens, au début de la guerre, ils se sont dit, nous aussi, on veut s'engager. Alors, quand on veut s'engager dans les forces terrestres, on y va, on rejoint une unité. C'est un peu plus compliqué, évidemment, quand il s'agit d'aviation, puisque, il faut le rappeler, il n'y a pas d'avion qui décolle en Ukraine, d'avion civil, c'est totalement interdit. Donc, ils ont construit une espèce de petite unité pour pouvoir voler en disant, nous, on a un mitrailleur, il y a 2 pilotes très expérimentés, et donc, toutes les nuits, ils sont en état d'alerte, en fait, et quand ils reçoivent le signal, ils foncent vers leur base, ils doivent être jamais très très loin de leur base, ils préparent très vite leur avion, et là il y a une espèce de tour de contrôle général en Ukraine qui les envoie vers une zone où il y a des drones qui sont repérés, et ensuite c'est eux qui les cherchent. C'est très artisanal, avec une caméra en fait qui est sous l'avion, donc ils les repèrent. Alors les pilotes essayent de regarder, de trouver les drones à l'œil nu et avec cette caméra, et puis ensuite de faire tout un tas de manœuvres pour pouvoir mettre le mitrailleur en position de les abattre. Vous avez eu peur, vous, dans cette carlingue-là de vieil avion russe, là? C'est assez étonnant comme expérience. Après, ils font ça depuis un certain temps. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. C'est toujours le même équipage. Ils sont toujours vivants. Après, oui, c'est assez impressionnant de voir ça. En plus, c'est effectivement un vieil avion. Donc, il y a un peu l'impression de faire un voyage dans le temps, surtout. Ouais, moi, je suis frappé par 2 choses. D'abord, le niveau d'accès incroyable que vous avez, Gwendoline de Bono, pour rentrer à l'intérieur d'un tel appareil. Personne ne le fait, enfin très très peu de reporters, et on a la chance de vous avoir sur LCI parce que vous documentez cette guerre depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans au plus près, dans les tranchées, dans les kill zones, et maintenant à l'intérieur de ces vieux coucous. Et ce qui me frappe justement, c'est que franchement, on pourrait croire qu'il est piloté par Mermoz ou je ne sais qui, ce vieux coucou, ce qui contraste beaucoup avec cette guerre dont on dit que c'est la plus technologique qu'on ait jamais vu, avec de l'IA, des robots, avec des drones, et pour autant vous avez des gens qui chassent un peu comme on chasse les papillons avec un filet, des drones qui survolent le sol ukrainien. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe entre ces 2 guerres en une seule guerre? Oui, parce que c'est vrai que c'est très... le principe, là, c'est très tapette à mouche. Enfin, ils cherchent et ils les abattent. On retrouve dans les airs ce qu'on voit sur Terre, c'est-à-dire cette différence, on en parlait, mais vous allez sur Terre, vous avez maintenant tout un tas de drones, le commandement reçoit beaucoup de data, il y a de l'IA un petit peu qui commence à arriver, et pourtant on est dans des tranchées, il faut tenir, et c'est exactement la même chose dans les airs. Alors ça, c'est une petite partie du dispositif de défense antiaérienne, il n'y a pas 1000 vieux coucous soviétiques dans le ciel tous les soirs, faut quand même le dire, mais le fait est que ça marche. Là, quand on a volé avec eux, ils ont abattu 5 drones. Mais d'habitude, c'est plutôt 10, voire 15. Ouais. Donc, avec un certain nombre d'équipages, vous pouvez quand même arriver à en abattre beaucoup. En tout cas, ces modèles de drones-là. On a eu une idée du nombre de drones Shahed qui sont envoyés justement sur l'Ukraine. Ça se compte en... Ouais, les grosses attaques, ça va... Non, les grosses attaques par soir, c'est 500, 600. Ça peut monter jusqu'à 800. Et les projections de l'armée ukrainienne, c'est que ça va être très vite 1000 par soir. Donc ça, c'est les projections. Donc, avoir un équipage qui peut en 4-5 heures en abattre 10-15, avec des moyens qui sont assez rudimentaires, donc c'est pas très cher non plus. Oui, c'est-à-dire une sulfateuse, Oui, voilà. Alors après, c'est ce que Timour, le pilote, dit à la fin du reportage, c'est que ces drones commencent à évoluer. Là, ça fonctionne parce que vous avez les Shahed, en fait, ils sont préprogrammés, ils ne volent pas extrêmement vite, en tout cas les premières versions. Oui, c'est de 200-300 km/h, c'est ça à peu près. Oui, voire un peu moins. Donc en fait, il suffit de se mettre, de se mettre à peu près correctement dans le ciel. Le drone, si vous voulez, ne bouge pas, il suit une trajectoire qui est assez linéaire. Là, ça commence à changer. On commence à voir que ces drones sont téléopérés. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un derrière qui décide de foncer sur l'avion, ce qui n'est pas encore le cas. C'est ça qui fait très peur dans votre reportage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous survolez ce drone Shahed, mais à tout moment, on se dit, mais et s'il change de
cap et qui se met à attaquer l'avion dans lequel vous êtes. Vous n'avez pas eu cette crainte à un moment donné? Ce serait une mauvaise nouvelle. Après, la plupart de ces drones aujourd'hui ne sont pas téléopérés. Ouais. Il y en a, et c'est pour ça que, mais ça, ils ne peuvent pas le savoir, et ça, ils me l'ont expliqué. Ils ne peuvent pas exactement voir, parce que maintenant, on commence à mettre des manpads, des Stinger, des missiles antiaériens sur le drone Shahed. Il y a tout un tas de modifications qui sont en train d'être faites par les forces russes, et eux, ils ne peuvent pas savoir exactement, encore moins en pleine nuit, si le drone Shahed a été modifié, si quelque chose. Pour l'instant, leur évaluation de la situation, c'est qu'on n'est pas sur des drones massivement modifiés. Il y en a quelques-uns, ça fait partie des risques qu'ils prennent quand ils vont voler la nuit. Christophe ? Le défi, il est technique, il est militaire, il est aussi économique. Pour nous, occidentaux, est-ce que pour abattre un drone qui coûte quelques milliers de dollars, on va envoyer un missile qui en coûtera 10, 100 ou 1000 fois plus? Et donc, on voit se développer une sorte de système D. On voit des filets de pêche pour protéger des cibles potentielles. Et les militaires disent, mais c'est pas la peine de trop sophistiquer, puisque les drones évoluent tellement rapidement qu'on ne va pas investir pour récupérer des systèmes de défense dans 4 ans qui seront obsolètes avant même d'être mis en œuvre. Deuxièmement, on est en train de parler du sujet Iran, là. Parce que s'il y a des frappes en Iran, si l'Iran est affaibli, c'est le fournisseur. Donc, une partie de l'enjeu pour les Ukrainiens dans les mois qui viennent, c'est que l'Iran ne soit plus en capacité de fournir. Alors là, les drones Shahed aujourd'hui les Russes les ont répliqués. Enfin, c'est les constructions russes, mais sur la base effectivement des drones qui étaient fournis au début par l'Iran. Mais ils peuvent se passer maintenant de l'aide de l'Iran. Oui, ils sont devenus autonomes dans la production. Oui, ils ont industrialisé les drones. D'ailleurs, on dit les drones Shahed. Aujourd'hui, c'est les drones Geran qui sont le modèle russe en fait du Shahed que l'Iran leur a livré au début de la guerre. Catherine ? Et après des mois, des années pour ces pilotes à faire ce type d'opération, aujourd'hui, ils sont dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez senti une lassitude? Ils se confient sur leur état d'esprit, leur vision de la guerre et l'évolution de la situation. Ils y croient encore? Alors, ils y croient encore. Après, évidemment qu'il y a une fatigue, et particulièrement là, c'était des températures quand même extrêmement basses. Oui. Donc, parce que c'est l'hiver le plus froid. C'est l'hiver le plus froid. Les températures atteignent moins 20, moins 30. Oui, oui, et dans l'avion, puisque évidemment ils ont la porte ouverte, puisqu'il faut bien mettre le mitrailleur quelque part, dans l'avion c'est moins 35 plutôt. Oh. Donc il faut quand même être en alerte en permanence. Nous, on est journalistes, on le fait une fois, eux ils le font toutes les nuits, donc c'est des conditions physiques quand même qui sont extrêmement difficiles, mais il n'y a pas de lassitude. Enfin, quand ils reçoivent le signal de vous avez 20 minutes pour être prêt, il y a une adrénaline, mais ils sont contents, ils sont contents de partir en mission, ils sont contents de faire quelque chose qui est extrêmement utile. Et puis par ailleurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est que leur famille, l'un des pilotes, sa famille, elle a plus d'électricité, plus de chauffage, comme beaucoup de gens dans la capitale et un peu partout en Ukraine. C'est quand même essentiellement du fait de ces drones Shahed et de ces missiles de croisière. Donc il y a quand même cette volonté de protéger son pays et la population civile de ces conséquences qui sont extrêmement dures à vivre en Ukraine cet hiver. Avec ce qui se passe dans le ciel, on sait désormais, Gwendoline de Bono, que la guerre n'aura plus jamais le même visage. L'apparition des drones, ça a changé le visage de la guerre. De façon définitive, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur la défense antiaérienne, c'est un vrai sujet aujourd'hui en Ukraine. C'est une des priorités du président, du nouveau ministre de la Défense. Ils essayent d'inventer beaucoup de choses, de faire des choses un peu, ce qu'ils appellent multicouches. Donc, vous avez des drones qui arrêtent les drones. Ça, les Ukrainiens misent beaucoup là-dessus. Vous avez ces aviateurs, vous avez des gens au sol, vous avez des gens en mer qui arrêtent les Shahed, qui sont sur des navires. Donc ils essayent de mettre le dispositif le plus grand possible, le plus diversifié possible, parce qu'encore une fois, ils s'attendent d'ici peu à plus de 1000 drones lancés chaque nuit sur l'Ukraine. Merci infiniment, Gwendoline de Bono, d'être revenue avec ces images incroyables. Et puis, faites gaffe à vous. Voilà, si vous repartez, et vous allez repartir, évidemment, merci infiniment d'être passé sur le plateau dans toute liberté.